Là, qui s'amuse pas, qui s'approche pas trop, là, parce qu'il vont essayer de nous menacer, là. Ah, mais... les gilets jaunes, on lâche rien. Bonjour les amis, on est avec Martial Premier, on est à côté de Montparnasse, regardez. Voilà, le World Trade Center français, plein d'amiante. Ça y est, j'ai un visage sur Mishka, je connais Mishka, mais Mishka c'était toi en fin de compte. Je suis le petit flanc, bien sûr. Vive les petits flancs. Les gens... Regarde ce qu'Henri nous a payé, c'est sympa. Ah, professeur Hérisson, comment ça va? Voilà. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce qu'on est véritablement passé dans la verticalité du combat? Je sais que ça, c'est des points qui te sont chers. L'horizontalité. Il est pas gentil, lui. Hein. Bah, attends, tu me demandes l'autorisation, bonhomme. Tu fais pas ça. Il a le droit d'avoir parasité ton direct. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. L'affaire, c'est qu'au départ, on était sur l'horizontalité du combat, on l'a tous vécu. Ce ras-le-bol, c'est pas possible, c'est pas normal, etc. Et puis là, c'est pas normal, c'est pas naturel. Finalement, on est en train de tirer la pelote de laine. Et il y a plein de choses qui arrivent. Tu as la notion du vrai, du juste, du beau. Quand on voit ce qu'ils avaient fait en art moderne, soit sur la place Vendôme avec le plug anal, ou soit dans le jardin de Versailles, en nous posant ça comme de l'art, alors que c'était des trucs dégueulasses, indécents, rouillés. Là, on a la notion avec l'argent public en plus. Hein. Tu vois, là, on arrive un petit peu à l'inversion des valeurs. Quand des policiers qui sont censés aider être au service du peuple se retrouvent à tabasser des femmes, des handicapés, des vieux. Il y a une inversion des valeurs. Là, ça marche un peu sur la tête. Il y a des mecs qui se baladent cul nu dans la rue et on dit bah, c'est bien, c'est la liberté, c'est le progrès. Ouais. Mais toi, en gilet jaune, te balade pas partout parce que tu peux laisser des bouts dedans. Gilet jaune, c'est pire que cul nu en fait. Donc il y a une impudeur dans le gilet jaune. C'est vrai, et je remarque que ces gens sont d'une impudeur extrême. Moi, je suis ravi, tu vois. Je suis là. Alors, on n'est pas très nombreux, on va pas se mentir, mais il y a les meilleurs. Il n'y a que les têtes de gondole. C'est chaque conversation est un enrichissement. Ça devrait être une activité, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, la manif gilet jaune. Les gens sont énormes. Je sais pas comment dire. Chaque conversation que j'ai eue aujourd'hui était géniale, était éveillante. Il y a un cœur fabuleux, quoi. Il y a vraiment l'âme de ce pays qui est là en train de défiler. Pour le bien commun, tu sens plein de générosité, plein d'énergie positive. Et puis une prise de conscience et vraiment là maintenant il n'y a plus aucun doute. Quand on dit qui est l'ennemi, les gens sont clairs et nets. Ils mettent les pieds dans le plat, voilà, on se parle en vérité. Là on arrive au moment où c'est un combat du bien et du mal. Et donc, toi tu le vois comme ça, une polarisation absolue? Oh, oui. Le combat contre le veau d'or, contre le matérialisme, contre Mammon, contre le diable, on va dire, voilà, Satan, quoi. Celui-là qui se cache, il n'existe pas, la première ruse, et puis après, il inverse les choses. Il inverse la normalité. Tu vas faire crever des gens par décision de justice, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais demandé. Ou alors, il y a tellement de choses. Bah, c'est le gilet jaune, en fait. Il est tellement bienveillant qu'en fait il comprend toutes ces problématiques et donc le gilet jaune n'est pas anti-gay pride, il est pour que les gens puissent s'exprimer, puissent je sais pas, se manifester de la manière qui leur plaît. Qu'ils soient heureux et épanouis. Oui, voilà. Mais en premier, on veut nous le respect pour nos anciens, des gens qui ont bossé. On ne veut plus être dirigé par les méchants, c'est pas à eux de nous diriger. On veut que ce soit les gentils qui soient au pouvoir, c'est fini quoi. Les ouais, mais l'argent corrompt, l'argent transforme. Le pouvoir et l'argent corrompt n'importe quel gentil. Quelle brave personne va le corrompre? Ah non, toi, tu serais même corrompu. Ah non, non. Je refuse. Ah oui, tu refuses, mais là tu pêches par orgueil, mais toi comme moi, on a tous des faiblesses, on est des humains. Ça va être la bouffe, ça va être les femmes, ça va être le pognon, le pouvoir. Tu sais qu'il y a énormément de flics qui ont choisi ce métier-là pour le pouvoir qu'ils ont sur les gens. C'est pour la peur qu'ils inspirent. Stop, arrêtez-vous là, les papiers du véhicule. Ça fait jouir énormément de personnes. Ça, c'est dans l'âme humaine. Oui, donc il faut aussi se connaître nous-mêmes, nos propres faiblesses. Oui. Et en prévoyant ça, il faut prévoir les mécanismes de rétro-contrôle permanent, de transparence, avec des lives par exemple, tu vois. Des commissions pour auditer le travail des représentants, des commissions tirées au sort parmi la base, hein. Oui. Et tout ça en direct live pour éviter Moi je suis d'accord avec ton postulat, moi j'y ajoute un roi.
Je suis royaliste et anarchiste. Toi, tu mets un roi dans Moi, l'affaire. je mets un roi comme garant justement de ça. Mais après, à vous d'édifier la Constitution qui garantira que le roi vous représentera honnêtement et qui vous trahira pas. Mais là, attends, C'est à tu vous mets de beaucoup de proposer. pression sur un pauvre humain, finalement. Oui. Pour l'instant, c'est Louis XX ou Louis XXX. Le mec, il est en train de prendre des rails de coke à Marbella. En fait, pour l'instant, c'est moi, parce que j'attends toujours Ah. qu'ils viennent sur une manif de gilets jaunes. Mais pour l'instant, D'accord. à mes yeux, je suis le seul prétendant. Ah oui, tu prétends. Ah oui, je prétends. Ouais. Mais alors, faut être chevalier pour prétendre à la royauté en France ou pas? On rétablisse tout ça, donc déjà chevalier dans le cœur. C'est-à-dire, tu te tiens droit, tu essayes d'être dans le cadre des 10 commandements, t'es droit dans tes bottes, et puis le reste, c'est les gens, ils te font confiance ou pas. La porte du château sera ouverte, alors on ira au château de Vincennes, nous, parce que c'est près de l'hippodrome, j'aime bien voir les courses de temps en temps. D'accord. Donc château de Vincennes, la porte est ouverte H24, vous venez, juste vous demandez aux gardes si je dors ou pas, laissez-moi au moins dormir quoi. Et tu mais- pourras rendre la justice contre les puissants du royaume? chaque jour. Et par contre, eux, on va leur mettre gros de pression, mais grâce à vous, grâce à votre aide, grâce à votre soutien, c'est vous qui allez nous aider à faire ça. Il faut le nombre. Et comment si on va vous êtes- contrôler le roi? Parce qu'il y a des gens là, il y a Delphine Fernandez qui pète un câble. Elle fait ouais, un roi encore un maître. Comment on contrôle le roi? C'est pas un maître. Un roi, c'est le père de la nation. C'est ton père, c'est pas ton maître. Il est là pour ton bien. C'est une figure tutélaire et paternaliste. C'est ça. Il est là pour garantir que son peuple soit libre. Il est là pour que le plus pauvre d'entre nous vive le mieux. Ça, c'est le postulat de départ. Ah d'accord, ça c'est une C'est- sorte de droit opposable, c'est-à-dire le gars vraiment en galère, on va dire la mère célibataire, vraiment en galère, ou le vieux qui a bossé toute sa vie, qui a les disques ruinés dans le dos, tu sais, qui arrive à 65 balais, il peut plus rien faire, il est au minimum vieillesse. Prioritaire. Il va voir le roi, et en fait c'est un droit opposable, il dit voilà, j'ai bossé toute ma vie, j'ai mes disques pétés, je suis à moitié handicapé, je veux finir ma vie dans un truc digne et propre, me foutez pas dans un EHPAD, et le roi dit voilà, toi, t'as une petite place dans un petit village des Pyrénées-Orientales, tout bien, tu vas tenir la guinguette du village, Ouais, c'est point ça. barre. C'est ça. Avec, par exemple, pour ton vieux en question, une communauté, des jeunes, par exemple, qui peuvent se former à la médecine, qui travaillent bénévolement en échange d'un apprentissage et qui s'occupent des vieux, mais humainement, et pas à 4 000 € par mois. Tout ça est possible, tout est dans nos mains. Donc après, à vous de fonder. Moi, je me propose en tant que personne, c'est-à-dire, c'est pas rien, c'est pas pour la gloire, hein, c'est un paquet d'emmerdes. C'est l'épée de Damoclès en permanence. C'est à chaque fois que tu avales une cuillère, tu te demandes s'il n'y a pas de la strychnine. C'est la merde. Donc t'es vraiment sérieux en fait dans l'histoire de la royauté? Ok, parce que toi à la base tu connais bien la problématique des anciens, t'es aide-soignant, Infirmier. infirmier, excuse-moi. Je respecte infiniment. Les aides-soignants, Il y en a derrière. Toi, t'es infirmier et tu t'occupes des anciens. Et comment ça t'est arrivé l'idée de ah bah tiens, je vais être roi? Eh bien, c'est quand Macron a été élu. En fait, quand j'ai vu que Macron était élu, je me suis dit n'importe qui peut être président de la République. Alors, président, ça m'intéresse pas. J'ai dit bah je vais être roi. Si Macron est président, moi je peux être roi. Donc en avant. C'est énorme. Bon, le roi de France est marié avec une rebeu. Tant qu'à faire, autant aller dans la complexité. Toi, t'es marié avec une rabbin? Avec pas une rabbin, une rebeu, une marocaine. Elle aimerait Ouais. pas que je dise ça. Voilà. Parce qu'elle se prétend berbère, donc rebeu elle aime pas trop. D'accord, Voilà. compliqué. C'est compliqué. Non, c'est simple. Donc le roi de France, le Donc, un futur roi de France. Écoute, la Bah, France, c'est bien, ça. la France a épousé le Maghreb par degré ou de force à cause de la Troisième République. Surtout pour des intérêts oligarchiques, hein. En On tout est cas pour d'accord. la colonisation de la Tunisie, ça c'est sûr, c'est ça. documenté. C'est hein. ça, dans un sens et dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on est allé les envahir, les piller. Et puis maintenant, les gens qui nous dirigent ont essayé de nous noyer sous une immigration massive de sous-prolétaires, alors que nous, on a des millions de chômeurs. Donc tout ça, c'est la même mécanique. C'est toujours pour nous détruire. Hein. C'est toujours pour essayer qu'on n'arrive pas à faire l'unité. Eh bien, on va dépasser ça. Et moi, je l'incarne dans mon foyer. Voilà. C'est le rassemblement, un front de la foi, chrétiens et musulmans unis contre les méchants, contre Satan. Voilà. Allons-y. Combien d'enfants? 6. Ah ouais, belle famille. Félicitations. Merci. Donc voilà, Martial Ier, futur roi. C'est quasiment fait. Là. Mais de France ou juste d'un petit royaume à côté de Bourgogne? Toi, t'es bourguignon, toi? Ouais, mais roi de France, oui. Ouais. Et de Navarre. Et de Navarre et de Bourgogne aussi. Bah aussi, oui. D'accord. Du coup, mais après, je sous-traite, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai juste un rôle d'arbitre. Après, démerdez-vous, fédérez-vous. Moi, juste, je vous représente. À l'international, je me tape les heures d'avion, les avaristes, tout ça. Bon, tant pis, tu vois. je suis pas D'accord. sacrifié, là. Les petits cocktails, les escortes, les putes, les hôtels de La luxe. coke, ouais. Ah, la coke. Non, mais c'est-à-dire que tout ça, tu vois, à la limite, je l'ai fait avant. Donc, je m'en fous maintenant. D'accord. Voilà, c'est fini. Ça tombe, ta femme, elle va suivre le Non, live. ouais, non, mais c'est bon, quoi. Tu vois, là, maintenant, je suis un converti, c'est bon, quoi. On avance. Hein. Et puis, si je tombe, vous me pendez ou vous me guillotinez, c'est pas grave. Ah oui, Voilà. Ah bah oui. Ah bah c'est un qu'ils deal. viennent me chercher, enfin, Qu'ils viennent me chercher. à l'ancienne quoi. Ah oui.
Mais toi, tu vas assumer derrière. C'est énorme. En tout cas, super sympa de te voir. On se voit mardi soir pour le rond-point 2.0. Absolument. Où on va parler du bien, du mal, plein de choses. De comment on s'en sort et du bon peuple de France. Force à vous les amis. Force et honneur. On ne lâche rien. Rien. Et monter les équipes. Monter des équipes, bande de gueux. De gueux. De gueux. Ah ouais, t'es bien royal hein, là-dessus. Avec tout le respect. En tant que gueux moi-même. Force et honneur, l'ami. Force et honneur. Oh. Alors, on parlait royalisme avec Martial Ier qui se prétend qu'il veut prendre le trône de France. Carrément. Alors là, il va y avoir un problème parce que c'est quand même moi le trône. Ah d'accord. Et en fait ma femme, Querelle dynastique. la reine elle-même a dit Thibaut il ferait un bon roi. Et ben voilà. La reine, c'est-à-dire ta femme? Ouais, mon épouse. Ah, c'est déjà bizarre là. Il se passe des intrigues à la cour. Hein. Il est déjà cocufié, il y a des enfants batteurs sur le trône. Déjà, c'est parti. Non, moi je me Il y a des blonds avec les cheveux raides. Alors comment ça se passe? Toi, t'es royaliste un petit peu sur les bords? Putain, même le samedi, je peux pas me foutre la paix. Hein. Tiens, prends ça dans tes petits doigts, dans tes petits doigts boudinés. Alors, dis-moi, toi, ce qui t'intéresse, c'est pas la figure tutélaire du roi, mais plutôt l'organisation de la monarchie. Ce que tu nous disais la dernière fois, je crois, à la République. C'est ce que je disais un petit peu près la dernière fois. En tout cas, alors ça, c'est une position qui se partage pas, c'est pas mon souci. Mais toi, t'es royaliste, c'est ça? Je suis monarchiste. T'es monarchiste. Est-ce qu'il y a une différence entre royaliste et monarchiste? Bon, il y a une différence sémantique qui fait que le royaliste oriente naturellement, mais plus se concentre plus sur la figure du roi en elle-même. D'accord, un petit peu comme Martial en fait. D'accord. Mais, Attention pour le collègue. mais je crois qu'à partir du moment où tu substitues finalement tout. Donc Martial est royaliste Ouais. et romantique. Et romantique. Et romantique et royaliste, c'est ça? Moi, je suis Moi, je suis anarcho-royaliste. On va faire étape par étape parce que là c'est compliqué. Alors toi t'es monarchiste, c'est plus la structure en fait du pouvoir royal qui t'intéresse. En fait, c'est très simple. Il y a deux Les questions. institutions. En politique, il y a deux questions qui se posent. La question de la souveraineté et la question sociale. En plus, il va me faire comme à Radio Courtoisie, mettez le micro plus près. Tiens. Il y a deux questions qui se posent en monarchie. C'est la question sociale et en politique de manière générale. La question sociale, la question de la souveraineté. Et qui est l'ennemi aussi peut-être, non? Quoi? Qui est l'ennemi? Alors ça, c'est une question de méthodologie. C'est pas exactement la même chose. On pourra y venir plus tard. Tu vois, les tutos de Thibaut. Ouais, pourquoi pas, tu sais, on en apprend tellement. On est ouvert sur tout. Donc, ouais, tu sais, on apprend quoi. Ça fait 7 mois qu'on rencontre des gens ultra diverses qui sont dans leur délire ou pas. Et voilà, qui partagent leur point de vue, leur fougue, leur persévérance, plein de choses. C'est génial. Mais pour te dire, de toute façon, c'est comme je disais, alors ça, c'est une question de méthodologie après. Mais deux questions en politique, question sociale, question de la souveraineté. Alors, souveraineté parce souveraineté. qu'elle rend possible la question sociale, et la souveraineté et la question sociale parce qu'elle donne son sens à la souveraineté en fait. Alors, la souveraineté, ça veut dire quoi? Explique-nous, tonton Thibaut, que veut dire la souveraineté? C'est-à-dire, grosso modo, t'es le patron chez toi. Tu fixes les droits de douane, tu fixes les taxes. C'est encore plus simple que ça. C'est si tu dois quémander comme on le fait actuellement, par exemple. Je prends une question toute bête. En manifestation à Paris, nous devons déclarer les manifestations pour qu'elles soient légales. Nous ne sommes pas souverains en tant que manifestants. Nous devons demander l'autorisation au pouvoir que nous prétendons combattre de le combattre. C'est quand même assez ubuesque. Et ben, en absence de souveraineté, c'est ça. En absence de souveraineté, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas les moyens de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas les moyens de décider pour moi-même. Et je suis dans la position finalement de l'esclave qui quémande auprès d'un maître. Ou de l'enfant, quoi. Ou de l'enfant. Auprès de son maître, qui quémande finalement des avantages sociaux. Et alors mon bon maître consent de temps en temps à me les donner, mais il fait ce qu'il veut. Je suis une variable d'ajustement pour lui. D'accord. Si j'ai la souveraineté, mais la souveraineté est transposable à de multiples domaines. Si je suis un artisan, j'ai la souveraineté de mes moyens de production. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un processus de Fordisme à l'usine où finalement je suis tributaire d'un engin de production, mais j'ai mon enclume, mon marteau. Ah, t'es un artisan à ce niveau-là. De quoi? T'es un artisan, c'est fini alors l'industrie lourde. L'industrie lourde, c'est... non, mais de toute façon, il y a certains projets qui ne peuvent se faire que à travers l'industrie lourde. Mais là, c'est tout une métaphore. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le Fordisme fait? Il tue la souveraineté de l'ouvrier. Parce que l'ouvrier, maintenant, exécute une tâche simple, répétitive. Il n'a pas... spécialisé énormément. D'accord. Ce qui fait qu'il n'a pas accès à ses moyens de production. Ces moyens de production ne lui appartiennent pas. Ils sont donnés par la corporation, tu vois, par l'entreprise directement. Bien sûr. Ce qui fait qu'une question toute bête aujourd'hui, même un stylo bic. Ouais. Tout le monde a un stylo bic. Un truc aussi con qu'un stylo bic,
personne dans le monde ne peut en produire de sa seule personne. Pourquoi? Parce que ça... J'ai rien compris, refais-le doucement là. Regarde, c'est chaud là. Il y a 200 ans, les gens, quand ils voulaient faire un stylo... Un stylo bic, il y a 200 ans, ils voulaient faire un stylo bic, d'accord. D'accord, ouais. Tu commences à être... Taquin, camarade. Ils voulaient faire un stylo, ils avaient accès à l'intégralité des moyens pour produire ce stylo. D'accord, toute la chaîne de production, etc. D'accord. Ils avaient accès à toute la chaîne. Okay. Le but du libéralisme économique a été de fragmenter cette chaîne au maximum, de façon à ce qu'un type soit chargé de mettre l'encre, un type soit chargé de récolter le plastique, un type rajoute la graphite. D'accord, il y en a un, ça vient de Chine, l'autre du Japon, l'autre de Madagascar, enfin bref, tu peux pas tout concentrer et gérer le process de production de A à Z. Tout à fait. Voilà, donc tu es dépendant des flux internationaux, vive le mondialisme, mon cul sur la commode. Tu es dépendant des flux internationaux, tu es dépendant des patrons qui sont les investisseurs ou les pseudo-investisseurs du projet, tu es dépendant de la finance, tu es tributaire des actionnaires de ton entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui l'ouvrier est une variable d'ajustement. Il n'est plus au centre du travail. Donc toi, comment tu verrais les choses? C'est rapatrier le tissu industriel en France, avec préférence nationale au niveau des marchés publics, c'est-à-dire s'il y a plusieurs au niveau du cahier des charges. Il y en a plein qui veulent à la République. Oui, à République. Ça va bouger à République. Donc grosso modo, une mairie doit acheter des vélocipèdes. Ouais. Voilà, bon. S'il y a une boîte française qui les fait, et qui les fait de A à Z, elle serait prioritaire sur les autres boîtes multinationales ou autres, c'est ça? Pourquoi se refuser cette question qui est l'évidence même? L'évidence même. Parce que c'est une souveraineté, c'est pas seulement politique, elle est aussi conditionnée par l'économie. Si, je prends un exemple tout bête, si 75% de mon énergie elle vient d'un pays étranger, le jour où je vais devoir contester l'autorité de ce pays étranger parce qu'elle met un frein à ma liberté au sein de mon pays, il coupe les vannes en fait. Je coupe le courant. Demain, tu redécouvriras le bénéfice de la chandelle. C'est ce que fait Israël à Gaza. Les mecs les étranglent plus ou moins, tu vois, en fonction, ils tournent le compteur électrique quoi. Ah mais ils tournent le robinet littéralement. Je rappelle que les mecs sont en train de bloquer les eaux du Jourdain pour qu'elle n'aille plus en Cisjordanie, tu vois. Et ça, c'est un processus sur le long terme. Gaza, c'est encore pire. Et en réalité, nous sommes en présence finalement d'une UE et d'une République qui ne défend pas nos emplois, qui ne défend pas notre souveraineté, qui est la question élémentaire en politique. S'il n'y a pas de souveraineté, alors je ne peux pas décider de la politique que je fais. Comment tu veux avoir souveraineté quand 80% de nos lois sont les transcriptions de directives européennes imposée par la Commission européenne qui elle-même n'est pas élue. Ouais. Regarde la chaîne là, il n'y a rien de démocratique. C'est des mecs qui ne nous connaissent pas, qui ne nous connaîtront jamais et qui n'ont rien à foutre de nous. Et qui décident pour nous de 80% des lois sur lesquelles on vit. Donc là-dessus, déjà on n'est pas souverain. Donc on ne peut pas être en démocratie. Sans parler bien sûr de la question monétaire, ça nous ramènerait au franc CFA. Et ce qui permet à la France d'écouler ses productions dans les 14 pays de la zone CFA. C'est pas ce qui était le cas sous la monarchie. Sous la monarchie, à la fin, sous Louis XVI, la France était souveraine. Alors attention, il y avait 25 millions d'habitants. Alors il y a des gars, il y a des bolcheviks du PCRF ou du PRCF, la dernière fois, qui nous ont expliqué que, attention, les aristocrates étaient loin d'être souverains puisqu'ils avaient une sorte d'ouverture sur l'Europe, c'était l'international des nantis en fait, avec les alliances de sang bleu, etc., les Habsbourg, etc. Donc finalement, les aristocrates, alors peut-être pas les petits aristocrates de province, mais en tout cas les aristocrates de la cour, c'était déjà la mondialisation avant l'heure, puisque les gars, ils voyageaient à Moscou, à Londres, voilà quoi. Et d'ailleurs, tout le monde parlait en français. C'était pas l'anglais, mais c'était le français, la langue de l'intelligentsia. D'ailleurs, Tolstoï et Dostoïevski rêvaient en français, il paraît. On a bien descendu parce que là, pour l'instant, c'est l'écriture inclusive, hein, le grand cheval de bataille. Hein. Alors que les Chinois, ils sont en train de finir les routes de la soie. Tu vois la baisse de niveau, la baisse de régime là. Mais déjà, ce qu'il disait, c'est que déjà au XVIIIe siècle, sous Louis XVI, déjà on produisait tout de A à Z. C'est-à-dire que toute la chaîne, tous les Airbus, toutes les chips électroniques, c'était produit en France. Toute la production qui était faite au XVIIIe siècle était entièrement sur le sol français. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas chercher une partie du produit. Ouais, mais maintenant c'est beaucoup plus compliqué parce que, regarde, pour tes lunettes, très belles lunettes qui te vont à ravir. Mais il y a du plastique. Le plastique, déjà, le produire en France, à part le plastique de maïs qui se autodégrade, biodégrade au bout de 15 jours,
tu vois, on a un problème. On est quand même dans une économie qui est mondialisée. Oui, oui, bien sûr. Donc il y a quand même le pétrole, le gaz à faire rentrer. Enfin, on n'est plus au XVIIIe siècle. À moins que tu veuilles que tes enfants aient une mortalité de 80% à la naissance et qu'ils aient une moyenne d'âge de, tu vois, qui crèvent à 25 ans, quoi, d'abcès dentaires, furoncle et... Non, on veut pas ça. Donc... D'où la préférence nationale. Préférence nationale. C'est de façon, mais comme tu dis, le national, le national de production intégrale, on ne peut pas y arriver aujourd'hui. On ne peut pas le faire. Simplement parce que ça équivaudrait demain à dire, bah écoutez, tous ces produits finalement, qui ne sont pas des produits de première nécessité pour leur majorité, mais tous ces produits que vous aimiez à consommer, vous ne les aurez plus. Ça passera pas. Mais pourquoi pas la préférence nationale? C'est-à-dire... Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Une mairie, donc la mairie qui fait un appel d'offres pour des vélos, Encore un mois de le tenir. s'il y a pour des vélos électriques, tu vois, là ça peut être produit en France. Ouais. Mais non, tiens-le avec tes doigts boudinés comme ça, t'es bien. La mairie, elle fait son appel d'offres, ok? Il y a plusieurs boîtes, des Italiens, des Chinois, etc. Une grosse mairie, on va dire Évry, tu vois, au hasard. Au hasard. Tu vois, pour des vélos électriques pour tous les collèges, les lycées, enfin bref. Ou alors c'est la région qui gère ça ou le département, mais t'as compris l'idée. L'affaire, c'est que si une boîte française peut le faire en local, avec l'intégralité de la production, donc les emplois, plus tous les sous-traitants en France, etc., même s'ils sont 5% plus chers, c'est dans l'intérêt du bien commun de favoriser cette boîte-là. Pour l'instant, ce qui marche, c'est surtout les enveloppes, les sous-tables, les comptes à Hong Kong, et c'est finalement le mieux offrant de la corruption. Ouais. Mais si tout ça est transparent, avec des commissions tirées au sort parmi la base, avec des lives, etc., et d'un point de vue strictement mécanique, ok, les boîtes françaises sont 5% plus chères, mais c'est de l'emploi, c'est du tissu industriel, donc voilà, on favorise. Encore plus simple que des commissions d'enquête. Hein. Encore plus simple que les commissions d'enquête. Demain, nous reprenons le pouvoir en France, nous imposons une taxe à tout produit d'importation étrangère que nous produisons en France, relative à l'écart qui existe de prix entre le produit étranger et le produit national. Ça peut être fait, mais c'est le b.a.-ba de la politique économique. Là, tu parles de la bonne grosse Mercedes. Donc, grosso modo, tu dis, voilà, niveau luxe, il y a des très grosses Peugeot, il y a des très grosses Renault qui sont dans la classification luxe. On va équilibrer le prix avec les Allemandes, c'est ça? Tu vois bien? Bah, comment t'équilibres un prix? C'est une question très... Mais, une question toute bête qu'il faut se poser, c'est qu'en ce moment, par exemple, la ligne de train qui reliait Rungis au sud de Paname. C'est marrant, on est juste à côté d'Adopi, là. Juste à côté d'Adopi. Ouais. Oh, Adopi. les fameux. Ouais, les fameux. Rue du Texel, les amis. Comme quoi, c'est du direct. Hein. Rue du Texel. 4 du Texas, donc. Là, on est aux 2. Et donc, c'est marrant, regarde. Tu te souviens de Goldman Sachs? Ouais, pas de nom. JP Morgan, pas de nom, surtout pas de nom. Là, les gars, c'est Adopi. Vous vous souvenez, les films qui ont été amortis, là, on voulait se faire plaisir à télécharger les petits torrents? Ah, ils ont mis le nom sur la boîte, quand même. Ils ont mis le nom sur la boîte. Publicité. Adopi, Oui, merci. voilà. C'est énorme. Bah, ils savent pas lire, à mon avis. Hein. Eux, c'est une usine africaine. Bah oui, bah justement. Alors, par exemple, pour les bagnoles de luxe, comment tu verrais ça? Non, mais pour les bagnoles de luxe, c'est très simple. C'est que qu'est-ce qui crée un écart de prix fondamental entre... Oh, nos amis de la télé. Qu'est-ce qui crée un écart de prix fondamental entre la production française et la production étrangère? Donc avec C'est deux pas gardes les- du corps, voilà, Ils ont plus le le choix, caméraman Ils et ont plus là. le choix maintenant, je veux te dire. Hein. Ça montre à quel point ils sont appréciés. Non, mais qu'est-ce qui crée cette différenciation, cette différence de prix entre un produit français et un produit, on va dire, étranger pour faire large? C'est les conditions de travail, c'est les salaires, c'est les matières premières utilisées. Nous avons certaines garanties de qualité en France qui n'existent pas dans le reste de l'Union européenne ou dans le reste du monde. Je prends pour la production agricole tout simplement. La production agricole qui existe en Espagne n'a pas... Ah, n'a pas réglé le bio espagnol. Le bio espagnol... C'est un putain de scandale ça les amis. Et C'est un donc- putain de scandale le bio espagnol. Bien. Ah bon? C'est un putain de scandale ce bio espagnol. Dommage. Mais là on parlait produits de luxe, mais avant tout, ça va pas être la priorité. La priorité c'est la TVA à 0% sur les produits de première nécessité.
Ça, c'est anormal, c'est inhumain, tu vois, tu as les lois naturelles, tu vois, on se bat pour l'ordre naturel et les choses naturelles, tu vois. Chose naturelle, c'est que les produits de première nécessité, tu sens bien que c'est pas BHL qui va faire ses courses, farine, huile, sardines, sauce tomate. Et surtout qu'il les paiera au même prix qu'un smicard. Mais bah viens t'exprimer, camarade, si t'as des choses à dire, viens. Tu vois bien qu'au niveau d'un... T'es pas gilet jaune? On finit le live, ah, on est à toi. Bon. Pourtant, il a une chemise ananas. Je ne comprends pas. Il a peut-être pas le digéré son ananas. Ouais, alors, je pense. l'affaire sur les produits de première nécessité, ça c'est important, c'est que tu comprends bien que les produits de première nécessité, les couches culottes, le PQ, etc., ça c'est des dépenses, on ne peut pas s'en passer quand on est pauvre. Tu vois, c'est le minimum incompressible. Donc il est honteux que l'État fasse du bise avec ça. La TVA, c'est du bise. C'est des recettes fiscales. C'est la taxe la plus bête qui existe parce que finalement elle impacte infiniment plus, mais comme tu l'as dit, hein, les couches les plus populaires que les couches bourgeoises. C'est l'égalité la plus bête qui existe sur cette terre. C'est cette conception que finalement l'État doit toucher un pourcentage sur tous les produits d'ailleurs, avec une TVA ajustable en fonction, etc., y compris sur les produits de première nécessité, qui n'impactera pas finalement les hauts revenus, mais qui impactera directement les plus petits revenus. Donc c'est TVA à 0% sur les produits de première nécessité, ou pourquoi. Et comment la financer? Comment la financer cette TVA à 0% sur les produits de première nécessité? Bah, tout simplement peut-être du côté de l'immobilier, Qatar, immobilier, Paris, il y a des pistes, hein, il y a des pistes. Il me semble qu'il existe un poste de dépense de l'État qui est le 2 ou 3e poste de dépense de l'État. 42,1 milliards d'euros. On t'aime, Thibaut. Oh, tellement d'amour. Bah voilà, déclaration d'amour d'un homme à un homme. Direct. Bah voilà. C'est plus ouvert qu'on le croit, on va dire qu'on est présente, qu'on est construit. Voilà, il y en a qui arrivent à dire que tu es homophobe. Là, on a vu la déclaration de ton petit copain, c'était beau, quoi. Je suis homophile interracial. Alors, comment financer la TVA à 0%? Oui, bien sûr, il y a le remboursement des intérêts de la dette, mais ça tu sais que ça équivaut à l'impôt sur le revenu. Si tu dis, tu vois, et ça existe, et c'est vrai, que l'impôt sur le revenu, c'est égal à l'intérêt du remboursement, les intérêts sur la dette française, là, tu vas avoir des gens qui vont être d'accord pour supprimer cette putain de dette. Alors, la supprimer, oui et non. C'est-à-dire pas faire peut-être un défaut de paiement complet, ni une banqueroute, parce qu'il y a de l'assurance vie, il y a certaines choses. Mais depuis 2014, on ne peut pas savoir ce qui compose en fait la dette française. Exactement. Donc déjà, Donc, il faut faire un audit national, tout mettre à plat au niveau de la dette. T'es chaud qu'on décale avec le reste? Ah bah écoute, J'espère qu'on perd pas le groupe. force honneur mon ami. Et, de toute façon, il y a la dette, il y a la question de la taxation des flux financiers qui transitent par la France, qui ne sont absolument pas, qui sont absolument laissés tranquilles finalement. Tout ce qui est achat, revente, matières premières, etc. Toi, tu es un petit peu taxe Tobin là-dessus. Ah, je suis un petit peu beaucoup taxe Tobin. Ouais, mais alors si tu mets la taxe Tobin en France, tu mets la taxe Tobin en France, les flux, ils vont passer autour. Les mecs sont pas teubés, quoi. Donc, ouais, pourquoi pas, mais comment on fait pour les taxer, pour les maintenir et les taxer, pour éviter qu'ils dérapent, quoi, qu'ils se cassent en fait? Alors tu sais, c'est l'exemple sur lequel je reviens tout le temps, c'est que la durée moyenne d'une action aujourd'hui dans les mains d'un actionnaire, aujourd'hui c'est 3 mois. Tu vois. Donc qu'est-ce qui a changé au niveau de la finance? C'est qu'aujourd'hui la finance est extrêmement volatile. Elle se fait sur des gens qui sont des professionnels de la finance. Alors qu'anciennement, une entreprise, quand elle voulait entrer, quand elle se cotait en bourse, elle faisait quoi? Elle distribuait des parts à ses employés. Ce qui faisait que ça liait l'employé à l'entreprise. Mais ça liait l'employé à l'entreprise. Et tu avais la possibilité les soirs que, par exemple, si tu bossais chez Sagem dans les années 60, tu avais les soirs qu'avec une petite, tu avais une rente minuscule, tout de même, mais d'une part de l'entreprise, et que les profits de l'entreprise conditionnent finalement un peu ton niveau de vie. C'est plus le cas du tout aujourd'hui finalement. Aujourd'hui, on a des actionnaires qui en font un métier, qui sont de plus en plus actifs sur ce domaine, qui tendent à devenir des actionnaires de plus en plus majoritaires. Et finalement, le libéralisme a agi dans la finance comme il a agi dans l'économie directe. C'est-à-dire que peu à peu, le libéralisme qui partait d'une intention de multiplication et de concurrence libre devient une question d'oligopole ou de monopole. Et c'est en train de devenir pareil dans la finance. Finalement, on arrive dans une situation où aujourd'hui la finance devient pour certaines entreprises
un oligopole des parts ou un monopole des parts. C'est quand même assez abusé. Pourquoi on arrive en oligopole, en super monopole en fait? Tout simplement parce que la croissance externe, avoir du 15% par an dans l'économie réelle, c'est impossible. C'est pas possible. Hein, Mais les actionnaires le demandent par contre. Au maximum, c'est du 4 ou 5%, et encore dans les meilleures années. Donc en fait, c'est plus de la croissance externe, c'est la croissance interne. C'est-à-dire qu'ils se rachètent les uns les autres, et en sabrant sur les variables d'ajustement que sont le personnel. Et donc ils font de la croissance en englobant, en faisant le blob, quoi, tu vois, en digérant d'autres sociétés qui sont un petit peu plus petites, en gardant les process, les brevets, les fichiers clients, puis en virant tout le reste. Tout le personnel superflu. De toute façon, la croissance ne sera et n'a jamais été un objectif économique viable ou à atteindre. C'est pas la croissance l'objectif économique à atteindre. Parce que toi, tu raisonnes avec l'argent au centre de la société. Si tu mettais le bonheur, l'épanouissement et la sérénité humaine au centre de la société, tu me parlerais du bonheur intérieur brut, comme les mecs au Bhoutan. Comme les boutons. Comme les Bhoutanais, tu vois. Je te sens pas assez Bhoutanais aujourd'hui. Je veux bien, mais on se sent quand même plus épanoui et serein quand on n'est pas à calculer les centimes à la caisse toutes les semaines, tu vois. Là, bizarrement, on se sent plus épanoui. Ouais, non, mais ok, là on fait en joke, on fait en blague sur le bonheur intérieur brut et avec la... Ouais, ça fait sketch le truc du Bhoutan, mais pourquoi pas? Parce que là, on a une vision qui est vraiment centrée sur l'argent, le pognon, la rentabilité. Mais c'est de la merde, on sait, c'est le veau d'or. On tombe sur des questions philosophiques. Non mais, attends, tu sais très bien que le plus important, c'est ta sérénité, ton bonheur, ton épanouissement, celui de ta famille, de tes amis. C'est ça. Non, mais ça, c'est pour une... Là, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de choses monétaires là-dedans. D'accord, mais ça, c'est pas une prérogative politique. Si t'es gilet jaune, c'est pas pour ton épanouissement, ta sérénité. C'est parce que t'as en face de toi un tu travailles pour le bien commun. Qui est une menace à ta propre existence. C'est pour ça, moi, que je suis gilet jaune, en tout cas. C'est parce qu'elle est une menace à l'existence de ma communauté naturelle, qu'elle est une menace à l'existence de mon pays, qu'elle est une menace à moi-même et à ma descendance. C'est pas pour m'épanouir ou je ne sais quoi. Si je voulais m'épanouir, je serais sur une plage à Cancun. J'entends bien. Mais derrière cette affaire de tout centrer sur le monétaire et l'économique, je pense qu'on a une perversion de l'humain. Après, voyez les amis, ce que vous pensez. Tout centré là-dessus, il y a quelque chose qui sent la pisse, je suis désolé. Oui, mais après, Ou alors tu es un matérialiste, c'est-à-dire que tu conçois tous les rapports entre toi, les autres, ton passé, etc., sous l'aune du matérialisme. Je pense que là, tu vas perdre énormément, ou tu as déjà perdu énormément dans ta vie. Quoi. Ça sent la dépression, les cachetons. Pour moi, c'est le contraire du matérialisme, c'est précisément le contraire. C'est-à-dire que tu ne te poses pas la question de la non-addiction. Voilà, le téléphone avait un petit coup de chaud parce que la dernière fois que les flics ils m'ont chopé, il a mal géré le téléphone. T'as eu un petit coup de chaud. Ouais, je me suis laissé faire, j'étais pacifique et bienveillant, donc les mecs, c'est ce qu'on est. ils ont juste poussé sur le mur, mais le téléphone, lui, par contre, il a pris cher. Je vais te dire, la loi naturelle, pourquoi tu ne devises pas sur la loi naturelle? La famille, la possibilité de bonheur, finalement l'épanouissement personnel sont des prérogatives naturelles, j'ai envie de dire. Elles ne peuvent pas être ratifiées par le politique. Tu ne mets pas dans ta constitution le bonheur est un objectif national ou est une obligation nationale. Ce qui appartient en politique, je parle politique dans le sens traditionnel du terme, hein, pas dans le sens le politique politicien, mais tu peux aussi... tout le contraire, dans le sens de la question sociale. Ce qui incombe à la politique sociale, c'est de créer un cadre favorable, finalement, à ce que cet épanouissement soit rendu possible. C'est-à-dire Ça va devenir une conférence de presse, pas lui. Mais quoi qu'il en soit. Non mais toutes ces choses, tu ne peux pas deviser là-dessus. Donc l'importance du politique, finalement, c'est définir un cadre législatif, un cadre économique, un cadre institutionnel, pour favoriser un épanouissement de la population. C'est ça notre prérogative, c'est ça qui nous importe. C'est pas le contraire, c'est pas le reste. L'épanouissement, tu le cherches à travers tes passe-temps, à travers ta famille, à travers ton épouse ou ton époux. Le droit au bonheur, tu vois, ça devrait être dans la Constitution. Parce que si t'as pas un socle minimum matériel pour avoir accès à ce bonheur-là, si t'as connu la merde financièrement, tu vois, le droit au bonheur, quand t'as les chicots qui commencent à pourrir, t'as des abcès dentaires, tu vois. On dirait du Macron là. Non, mais c'est aussi la vérité. Quand t'es en galère de logement, tu jongles, etc. T'es plus dans l'épanouissement, t'es dans la galère, t'es dans la survie. Et quand t'es célibataire, ça va, tu gères. Mais quand t'es une mère avec enfant, comment tu fais? Ou quand t'es un ancien, quand t'as plus ta marge de manœuvre. Et c'est bien ce qu'on dit.
c'est bien ce que tu dis, on dit la même chose en fait. Non, mais l'affaire, c'est qu'il y a quand même un socle minimum. Et là-dessus, je pense que c'est le concept d'équité et pas le concept d'égalité. Absolument. En fait, c'est la loi ne devrait pas être la même. On devrait surprotéger les plus faibles. La loi devrait être adaptable en fait en fonction de la fragilité des gens. Fragilité sociale, on entend. La fragilité sociale, effectivement. Parce qu'on n'est pas égaux. Et avoir la loi appliquée de la même façon pour tout le monde, c'est profondément injuste. Un handicapé doit avoir plus de droits qu'un valide. Une mère célibataire avec 2 gamins en galère de logement, tu vois, doit avoir plus de droits qu'une nana en pleine forme qui s'éclate à faire des selfies sur la plage avec Instagram. Mais ça, c'est des choses qui semblent naturelles. Ouais et non. Ouais et non. De manière imparfaite, mais ça existe. Plus qu'imparfaite. Sinon, il t'enlèverait 30% des gilets jaunes. Donc forcément, sur le terrain, ça ne marche pas. On en reparlera tout ça parce que c'est quand même des pistes intéressantes. Le concept d'équité. Non, mais le concept d'équité qui remplacerait le concept d'égalité. Ouais. Pour faire simple, de toute façon, égalité est un non-sens en sciences sociales. L'égalité est un non-sens. Je vais dire très simplement parce que l'égalité, c'est un concept qui nous vient des mathématiques. En mathématiques, 1 est égal à 1. Un atome peut être égal à un autre atome si leur charge est similaire, tu vois. Je ne suis pas un scientifique et ça se remarquera très vite, donc j'ai coupé court, mais c'est un concept qui, en réalité, quand tu le substitues aux sciences sociales, quand tu le mets dans les sciences sociales, tu dois changer le terme et ça devient similaire. Égalité veut dire similaire, veut dire similaire en tout point, tu vois. On n'est pas similaire, on n'est pas pareil en tout point. L'équité, elle est intéressante parce qu'elle traite les individualités dans un objectif finalement d'horizontalité. Et elle traite les individualités. L'égalité, républicaine d'ailleurs, profondément jacobine, est un socle de conformisation de la population où tout le monde doit se retrouver dans une même conception du monde, dans une même activité économique, dans un même rôle social, doit participer d'un même effort par la taxe, par l'impôt, etc., etc., etc. Donc l'égalité est un concept vicié de base et ne devrait pas exister en sciences sociales. C'est un concept au mieux creux pour certains qui l'utilisent, au pire néfaste. Au pire néfaste. Mais bon, on va pas deviser 110 ans sur Non mais c'est intéressant, c'est intéressant. On est dans la verticalité du combat, c'est-à-dire qu'on est gilets jaunes. Évidemment, on a avec des banderoles, on manifeste, etc. On fait des OP de terrain pour dénoncer les oligarques, etc. Mais voilà, ça nous intéresse aussi. Comme disait l'économiste ou l'universitaire de Sertine, mais comment ça se fait que des gueux s'intéressent à ces sujets-là? Bah, ça nous concerne en fait, donc... À partir du moment où ça pose une menace à mon existence, celle des miens, ouais, ça me concerne. ouais, c'est sûr. Voilà les amis, force et honneur. Merci, je t'ai vraiment embêté avec toutes ces questions. Je suis là pour m'embêter. Alors, c'est notre côté taquin. Sinon, il y a Fortnite et Hanouna, donc pas de problème. On va te laisser sur Hanouna et Fortnite alors. Laisse-moi là-dessus. Voilà les amis, force et honneur, et on est riche de cette diversité. Voilà, force et honneur les amis, montez les équipes, bande de glands.